Le Conseil des ministres de ce mercredi annonce l'électrification prochaine de plus de 200 villages du Burkina Faso. L'exécutif se réjouit également de la décision de justice prononcée en faveur du Burkina Faso dans le dossier qui l'opposait à Pan African Minerals. Dès le début de ce journal, vous aurez l'essentiel des sujets abordés à ce Conseil des ministres. Cultiver de la pomme de terre dans le Sahel burkinabé, cela est possible et même rentable pour les producteurs qui s'adonnent à cette activité. Sur les berges de la Grande Mare de Douri, des maraîchers produisent bien de la pomme de terre malgré des conditions difficiles, mais à la satisfaction des consommateurs. Dans ce journal, nous irons sur place pour faire le constat. En Algérie, 1 millier d'enseignants et leurs élèves ont marché ce mercredi contre le président Abdelaziz Bouteflika. Alors que celui-ci renonce à briguer un 5e mandat, les manifestants, eux, dénoncent une ruse du président pour gagner du temps. Les marcheurs réclament des changements politiques dans l'immédiat en Algérie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le Conseil des ministres de ce 13 mars a donné son accord pour soumettre 3 projets de loi à l'Assemblée nationale au profit de la justice burkinabé. Et puisqu'on parle de justice, l'exécutif salue le verdict prononcé en faveur du Burkina Faso dans l'affaire qui l'opposait à Pan African Minerals. On apprend également de ce Conseil l'électrification prochaine de 224 villages pour un montant de plus de 7 milliards de francs CFA. Urbain Benito Somé, Ismaël Djouroma, Sirima. Une communication orale a réjoui le gouvernement ce matin. L'État burkinabé sort gagnant du différend qui l'opposait aux sociétés du groupe Pan African Mineral. La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce de Paris a rendu sa décision le 8 mars passé. Pan African avait saisi cette cour pour demander l'interdiction du Burkina Faso de suspendre ou de résilier le contrat de partenariat public-privé conclu avec le Burkina Faso et Pan African le 12 avril 2012 pour la mise en œuvre du projet intégré de Tambao. Après cette décision, le Burkina ne va plus payer les 2 milliards de dollars réclamés par Pan African Mineral comme dommages et intérêts. La Cour a jugé que la résiliation du contrat par le Burkina Faso était valable et justifiée. Elle a donc par conséquent rejeté toutes les demandes d'indemnisation formulées par le groupe Timis à l'endroit donc du Burkina Faso. Le Conseil des ministres du 13 mars a donné son aval pour soumettre 3 projets de loi à l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Il s'agit d'un projet de loi portant statut des notaires, d'un projet de loi portant organisation judiciaire du Burkina Faso et d'un projet de loi portant code de procédure pénale. Au titre du ministère de l'Énergie, nous avons adopter les résultats de l'appel d'offres relatif à la fourniture, à l'installation et à la mise en service de systèmes solaires photovoltaïques au profit des infrastructures socio-communautaires de l'État. Il s'agit en fait de 224 villages. Le Conseil a également adopté un décret pour réorganiser le ministère en charge de l'administration territoriale afin qu'il puisse mieux promouvoir la cohésion sociale. À ce niveau-là donc, il y a une direction générale qui a été créée en charge de la promotion de la cohésion sociale avec à l'intérieur 3 directions, une qui est en charge de la prévention et la gestion des conflits, une qui est en charge de la promotion du dialogue social et la lutte contre l'exclusion et une dernière direction qui est en charge de la prévention de l'extrémisme violent. À propos de l'annonce par un ministre d'une éventuelle adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire, le porte-parole du gouvernement soutient que c'est une fausse nouvelle. Et Rémi Dandino d'ajouter que cette prérogative revient au président du Faso. Il y a nécessité de réécrire l'histoire du Burkina Faso et mieux l'intégrer dans le système de l'enseignement. C'est la principale recommandation à laquelle sont parvenus les participants au colloque international sur le centenaire de la création de la Haute-Volta. Ce colloque qui a réuni des historiens du Burkina Faso et d'ailleurs a pris fin hier soir à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Le compte rendu de Lassina Ouattara et Vincent Kendrebego. À l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, ni les professeurs ni les étudiants ne sont satisfaits d'une matière, l'histoire. Celle de l'Afrique et plus particulièrement du Burkina Faso, telle qu'enseignée dans nos écoles. Je ne me retrouve pas lorsqu'on dit
que nous sommes un peuple barbare, nous n'avons pas d'histoire, sachant que nous avons connu des empereurs au Burkina Faso, nous avons connu des empereurs à l'extérieur du Burkina Faso, en Afrique, en parlant du Mali, comment on appelle, de la Guinée, etc., les Samouraïs, etc. Et on me dit que non, c'est le contraire, vous voulez que j'admette ça, que je sois d'accord avec ceux-là qui ont falsifié mon histoire. Non. L'histoire africaine a d'abord été écrite par des Européens. Et cette histoire, l'écriture de cette histoire ayant débuté sous la colonisation par des administrateurs coloniaux qui étaient des amateurs, ils utilisaient des concepts qui étaient des concepts qui, en quelque sorte, dévalorisaient la personnalité africaine, en employant des termes comme l'indigène. À l'occasion du centenaire de la création de la colonie de Haute-Volta, des historiens de plusieurs pays se sont réunis. Après 4 jours de travaux, les universitaires parviennent à une conclusion et prennent surtout la résolution de réécrire l'histoire du pays en commençant par une décolonisation des concepts. C'est-à-dire c'est une décision que nous avons prise de ne plus écrire, de ne plus utiliser les concepts qui étaient utilisés sous la colonisation. Et ensuite, l'autre résolution, c'est de faire en sorte que les acquis donc la recherche, soient pris en compte dans l'enseignement de l'histoire. À chaque moment d'évolution, un peuple a besoin de réécrire son histoire et de faire une histoire de son passé qui corresponde à ce dont il a besoin pour progresser. Donc il est tout à fait légitime et même très sain qu'actuellement le Burkina Faso ressente le besoin de réécrire son histoire. Ce colloque international ouvert en présence du président du Faso est voulu par les plus hautes autorités pour marquer le centenaire. Et le gouvernement dispose désormais des recommandations qui en sont sorties. C'est une logique que de dire qu'il faut revaloriser le contenu de cet enseignement, revaloriser donc le processus d'enseignement et en même temps enrichir les curricula, certainement du primaire jusque dans les universités, pour que le nouveau contenu validé par les scientifiques soit donc mis au centre donc, de l'enseignement de l'histoire. Le document issu de ce colloque doit faire l'objet d'une publication d'ici la fin de 2019. Un ouvrage beaucoup attendu dans cette université qui porte le nom d'un des grands historiens du continent. Une bonne gestion du foncier peut éviter les conflits communautaires et intercommunautaires au Burkina Faso. C'est la conviction du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale qui a placé le sujet au centre de ces journées parlementaires tenues hier à Ouagadougou. Les députés de ce groupe parlementaire ont échangé autour des mécanismes de mise en œuvre de la loi 034 portant sur le foncier rural au Burkina. Issaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale PJRN analyse ici le problème du foncier au Burkina Faso, surtout quand le foncier devient source de conflits communautaires et intercommunautaires. La loi 034 sur le foncier rural, adoptée en 2009, est perçue par ses députés comme la solution au problème du foncier. Ici, à cette première journée parlementaire du groupe, les députés s'interrogent sur les alternatives que propose cette loi pour la promotion d'un mieux vivre ensemble. La loi 034 a été saluée par l'ensemble des acteurs de la chaîne foncière comme une loi vraiment très appropriée pour résoudre les conflits fonciers. Parce que, en fait, les mécanismes de mise en œuvre qui sont dans cette loi devaient permettre aux populations de gérer de façon consensuelle les ressources, que ce soit les ressources individuelles ou les ressources collectives liées au foncier. Nous saisissons cette occasion pour refaire l'état de lieu donc de la mise en œuvre de la loi et faire des suggestions et des propositions au gouvernement. Pour le groupe PJRN, il est grand temps de résoudre définitivement la question du foncier. Sans sécurisation foncière, pas de développement, pas de sécurisation des investissements. Donc pour nous, c'est incontournable que ce sujet-là soit pris au quotidien des actions gouvernementales. L'UPC, le CDP, l'ADF-RDA et la NAFA sont les partis qui composent ce groupe parlementaire. Mais à ces journées de réflexion, les députés d'autres groupes parlementaires et d'autres partis ont été associés.
Et puis en bref, sachez que l'Assemblée nationale est en deuil. Le député de la province du Kouritenga, Tsibila Kabore, du mouvement du peuple pour le progrès, est décédé hier mardi à Ouagadougou. Ex-secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, il était membre de la commission des affaires générales, institutionnelles et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Voilà, que son âme repose en paix et toutes nos condoléances à ses proches. Dans la suite de ce journal, il avait appelé à la résistance sur les ondes de la radio pirate pendant le coup d'État de 2015. Aujourd'hui, l'ancien président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, était à la barre au tribunal militaire. Il s'est expliqué sur les conditions de création de cette radio et sur d'autres aspects liés au putsch. Des précisions avec Draman Guéné et Zouavier David Dabiri. Moumina Chérif Sy, président du Conseil national de la transition, est à la barre d'audience ce matin. Témoin cité par le parquet militaire, il livre au tribunal sa stratégie de résistance au putsch et charge certains accusés. Informé par le général Pegronoma Zagré dans l'après-midi du 16 septembre 2015 de l'arrestation du président Michel Kafando et de la confirmation du coup d'État dans la nuit, le témoin du jour déclare, je cite, « J'ai pris l'intérim des charges de l'État en ma qualité du président du CNT ». Et toujours selon sa version, il rentre dans la clandestinité et organise une campagne médiatique pour alerter l'opinion internationale à travers des radios étrangères et appelle les Burkinabés à la résistance par le canal de la radio 100.8 FM. J'ai appelé tous les patriotes et les démocrates à se mobiliser et à faire front contre la forfaiture, déclare le président du Conseil national de la transition. Et qui a mis en place cette radio, interroge Maître Dieudonné Bonkungu, un avocat de la défense. C'est une initiative des activistes patriotes qui l'ont mise en place pour m'aider à passer mes messages, mais aussi ceux d'autres personnes dans le sens de la résistance, martèle le témoin. L'avocat relance, mais comment avez-vous été mis au courant de son existence puisque vous étiez dans la clandestinité? Surpris par la question, le témoin demande des précisions à l'avocat avant d'apporter des éléments de réponse. S'installe alors un dialogue de sourds entre les deux hommes. Le parquet militaire vole au secours du témoin en arguant que répondre à cette question, c'est obliger le témoin à dévoiler ses sources, donc à mettre en danger des personnes. Le président du tribunal recadre les débats. Le témoin continue sa déposition et déclare avoir coordonné l'arrivée des troupes des garnisons des régions sur Ouagadougou avec le soutien de la hiérarchie militaire. Maître Dieudonné Bonkungu revient à la charge, émet des doutes sur ce propos et pointe du doigt ce qu'il qualifie de mollesse de la hiérarchie militaire, qu'il qualifie de complice. J'ai expliqué aux jeunes officiers que l'attitude de la hiérarchie militaire n'est pas de la mollesse, mais un comportement lié au passé. Elle voulait tout faire pour éviter un affrontement entre frères d'armes. Interrogé sur la question des écoutes téléphoniques, Chérif Sy s'étonne que l'on les mette en cause alors que Guillaume Soro les a reconnus en aparté. Il n'en fallait pas plus pour mettre Maître Dieudonné Bonkungu hors de ses gonds. Dans quelles circonstances et qu'a dit exactement Guillaume Soro sur ces écoutes, lance l'avocat. C'était en octobre 2015, lors d'une rencontre à Paris. Il me l'a dit en aparté et s'est excusé pour les propos tenus à mon endroit lors de son entretien avec Djibril Bassolé, soutien Chérif Sy. Et qui en était témoin, relance l'avocat. C'est Dieu, retorque le témoin visiblement agacé. L'assistant s'en rit. Et quand avez-vous écouté cet audio et par quel moyen, interroge Maître Dieudonné Bonkungu. Le témoin répond, c'est en octobre 2015 sur les réseaux sociaux. L'avocat lui persiste et signe, c'est à partir du 12 novembre 2015 que les audios ont été mis en ligne. Le témoin maintient sa version, la salle se surchauffe, excédé par les méthodes de l'auxiliaire de justice, l'assistance rougit, c'est faux. Le juge rappelle à l'ordre et menace de vider la salle. Fin de l'audience du jour. Elle reprend le vendredi prochain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre point de l'actualité, certains d'entre vous ne l'ont jamais peut-être imaginé, mais il est bien possible de produire de la pomme de terre dans le Sahel burkinabé. Sur les berges de la Grande Mare de Dori, des maraîchers se sont lancés à succès dans cette activité. Les rendements pourraient être encore meilleurs si ces producteurs de pommes de terre n'étaient pas confrontés à certaines difficultés. Le constat avec Yamba Nakoulma, Sini Touré et Lazare Sanou. Des champs de pommes de terre sur plusieurs hectares. Nous ne sommes pas à Titao dans le Loroum, mais sur les berges de la mare de Dori dans le Sahel. La production de ce tubercule est devenue la principale activité des Doriens qui en font leur gagne-pain depuis des dizaines d'années. Je travaille la pomme de terre, ça fait 15 ans.
Je travaille, bon, je m'en sors. J'ai fait mes petits besoins avec. Grâce à Dieu, bon, ça va. Je travaille avec quelques employés. Un nombre de 4 ou 5 ans dans chaque année. J'ai pu se réaliser. Avant, quand je travaillais, je n'avais rien. Mais aujourd'hui, je me suis marié. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Et je me nourris là-dedans. Et j'ai les soins aussi dedans. Je n'ai pas un autre métier, c'est pas ça. Aujourd'hui à Dori, la pomme de terre est entrée dans les habitudes alimentaires. Sa place dans le panier de la ménagère est donc une réalité. La pomme de terre est de qualité. Quand on prépare, toute la famille est contente. Voilà ce qui fait qu'on paye régulièrement. Avant, je ne savais pas qu'on produisait ça à Dori. La pomme de terre de Dori, là, les gens l'apprécient ça bien. On prend souvent 2 cartons, 3 cartons. Les gens aiment ça. Ici, de par le passé, la pomme de terre était produite sur plusieurs hectares. Plusieurs facteurs aussi bien naturels que humains constituent une entrave à la production de ce tubercule. Les problèmes qu'on rencontre, il y a la divagation des animaux, il y a la mévente, l'écoulement pose un problème. Bon, la pomme de terre, ça y est, en maturité, on n'a pas où le conserver. Donc c'est exposé comme ça. Oui. Et puis il y a le problème de l'eau. Il y a la mare aussi qui t'arrive de jour en jour. Bon, il y a l'ensablement. Donc nous ici, on arrive à curer la mare, ça y est, au moins un peu aussi à conserver beaucoup d'eau pour qu'on puisse au moins durer dans la production. Les berges de la mare de Dori constituent une mine d'or pour ces exploitants. Après la récolte de ces tubercules, place à d'autres productions. Ici, ces producteurs n'ont qu'un seul souhait, l'aménagement de la mare pour une plus grande production au grand bonheur des consommateurs. Et puis, les rideaux se sont refermés ce soir sur les journées de réflexion et de partage d'expériences sur la filière coton du Burkina Faso. Au terme de 3 jours de travaux, un plan d'action a été élaboré pour être mis en œuvre en vue de relancer la production cotonnière. Ce plan d'action est assorti d'engagements et autres mesures incitatives au profit du développement de la filière coton. Yacouba Gamene et Ernesta Akambiri. Un plan d'action décliné en 5 axes, des mesures incitatives, des recommandations et des engagements forts, la relance durable de la production du coton burkinabé est en marche. Après 3 jours de réflexion, d'échanges et de partage d'expériences sur les maux qui minent la filière, les participants s'engagent à taire leurs divergences et se donner la main pour relever le défi de la relance de la production. Tout s'est passé en tout cas dans la fraternité, dans la vérité, et je pense que les uns et les autres ont pris conscience de certains dérapages en matière de crédit. Il y a certainement donc plusieurs visions dans la filière et qui sont incarnées par des différents leaders qui chacun est écouté d'une manière ou d'une autre. Donc quand vous avancez, que vous parlez de cohésion et d'unité et de confiance, vous devrez composer avec ces différents acteurs-là. Pour rebondir, des engagements et des recommandations ont été pris pour améliorer la productivité du coton au champ. Il s'agit entre autres de mettre à la disposition des producteurs de coton des engrais, des semences et des pesticides de qualité et en quantité suffisante dès la campagne prochaine. On a retenu qu'on doit changer la qualité de tous les intrants, que ce soit coton, semences, engrais, tout doit être changé avant de mettre et que ce serait suivi rigoureusement par les techniciens avant qu'on nous donne. Pour restaurer la confiance et la cohésion, il a été recommandé l'appurement des impayés internes et externes des producteurs pour les 2 dernières campagnes. Les sociétés cotonnières ont décidé de prendre les dispositions pour accompagner les producteurs à l'appurement de la dette interne en attendant ce que l'État pourra décider. Autre mesure incitative pour booster la production et galvaniser les acteurs, la conférence a recommandé la révision à la hausse du prix d'achat du coton graine pour cette campagne qui s'achève. Par rapport au prix du coton, nous allons avoir un prix du coton jamais vu au Burkina Faso. C'est l'engagement qu'ils ont pris. Le prix des intrants aussi serait le prix des intrants, ils seront subventionnés par l'État. L'hivernage se profile à l'horizon et pour ne pas manquer ce rendez-vous, un groupe de stages constitué de personnes ressources et de personnalités influentes dans le monde rural va travailler aux côtés d'un comité de haut niveau
pour veiller à l'application de toutes ces mesures et dispositions prises au sortir de cette rencontre. Voix et leadership des femmes, c'est la dénomination d'un projet porté par l'ONG Oxfam Burkina en partenariat avec la coopération canadienne. Ce projet vise à soutenir les organisations féminines qui travaillent pour l'autonomisation des femmes et des filles. Et pour la mise en œuvre de ce projet, le Canada apporte un appui financier d'1,8 milliard de francs CFA. On en sait plus avec Vincent Tchendrebego. Voix et leadership, un nouveau projet mis en œuvre au Burkina Faso par Oxfam Burkina et sous la supervision d'Oxfam Canada au bénéfice des femmes et des filles. Le projet ici annoncé a pour objectif de renforcer les capacités d'une quinzaine d'organisations féminines. La mise en œuvre de ce programme va se passer à travers justement des appels à projets, à candidature, où justement les différentes organisations qui seront intéressées par l'initiative ainsi offerte par l'AMC, l'Agence Affaires mondiales Canada, leur permettra justement de mettre cela en œuvre. Donc c'est une sélection qui va s'opérer et les meilleurs, naturellement, seront sélectionnés pour la mise en œuvre. Lorsque les femmes et les filles se voient offrir des chances égales de réussir, elles peuvent être de puissants agents de changement. Telle est la conviction de l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. Le Canada qui assure l'appui financier pour la réalisation du projet. Cette initiative que nous lançons aujourd'hui, que j'ai annoncée solennellement, d'une valeur d'1,8 milliard de francs CFA sur 5 ans, aura pour objectif vraiment d'appuyer les organisations de défense des droits de la femme, mais également les autres entités, afin que les femmes et les filles puissent être soutenues dans leurs efforts et puissent contribuer de façon plus importante et substantielle au processus de développement économique, social et politique du Burkina Faso. Le projet Voix et leadership des femmes est aussi mis en œuvre dans d'autres pays comme le Bénin avec le soutien du Canada et dans un souci d'autonomiser les femmes et d'éliminer les disparités liées au genre. L'ambassade de Chine au Burkina Faso, elle, apporte son soutien aux étudiants les plus méritants avec 20 bourses d'une valeur de 240 000 francs chacune. Ces étudiants sont de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. À noter que cet appui financier est un geste personnel de l'ambassadeur de Chine au Burkina, Kosun Koulibaly et Olopoda. Ils sont au total 20 étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, à recevoir chacun des mains de l'ambassadeur de la Chine populaire au Burkina Faso une enveloppe de 240 000 francs CFA. Au total, ce sont 4 800 000 francs CFA de bourse d'études que le diplomate chinois octroie aux étudiants les plus méritants des différentes unités de formation et de recherche de cette université. Un soutien personnel de l'ambassadeur chinois pour encourager l'excellence en milieu universitaire. Je pense qu'un bon signe de poursuivre notre coopération à travers les échanges universitaires entre l'université Ouaga 1 et notre université chinoise pour avoir plus de fruits pour les étudiants et étudiantes et aussi pour nos amitiés de nos deux peuples. 137 dossiers soumis à l'examen de la commission de sélection au départ, c'est finalement 20 étudiants qui ont été retenus selon 3 critères, le mérite, le niveau académique et le genre. Nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu cette bourse qui va vraiment nous aider dans nos études, vu que vraiment nous sommes dans des conditions très difficiles à l'université ici. L'éducation figure en bonne place dans la coopération bilatérale entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Et pour le diplomate chinois, d'autres actions viendront renforcer cette coopération. À l'association Monde Rural, le défi du moment, c'est de travailler pour que la bonne gouvernance soit une réalité au niveau des collectivités territoriales. Pour y arriver, cette association réalise depuis quelques années des études sur la gestion de certaines communes. Les résultats de cette étude ont été dévoilés au cours d'une assemblée générale tenue le samedi dernier à Goursi dans les zones d'Oma. Constantin Ouedraogo et Herman Nestor Toui.
Une gouvernance assez satisfaisante, c'est l'appréciation que porte l'association Monde Rural sur cette étude réalisée sur la gouvernance locale dans 37 communes partenaires. L'étude qui vise à améliorer la gestion des affaires publiques s'est basée sur des indicateurs précis. Comment est-ce que les citoyens apprécient la transparence, la communication dans la collectivité au niveau de la commune? Comment est-ce que les citoyens apprécient l'ensemble des services sociaux de base qui sont fournis aux citoyens? Comment est-ce que les citoyens apprécient la redevabilité, c'est-à-dire l'imputabilité, le rendu compte des gouvernements locaux? Comment est-ce que les citoyens apprécient le niveau de prise en compte des questions liées au genre et à la promotion des droits humains? La restitution de cette étude va permettre d'évaluer les performances des différentes communes partenaires et aussi d'inviter les responsables à améliorer leur gouvernance. D'une part, de pouvoir mesurer sur le terrain l'impact de l'accompagnement que la MR est en train de faire en termes de redevabilité et en termes de gouvernance locale au niveau de la commune, et d'autre part, de corriger les insuffisances qui vont être certainement relevées. L'association Monde Rural a été créée en 1996 et œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, notamment celles des femmes et des enfants. Elle intervient dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et de l'Est. Ici, à Ouagadougou, un comité de suivi est désormais constitué pour assurer la mise en place de l'identifiant unique. Ce comité a 12 mois pour travailler et aboutir à la création d'une application informatique pour l'identifiant unique. Les membres de ce comité ont été installés hier par le ministre du Développement de l'économie numérique et des Postes, Oscar Soulama et Pascal Kani. Le Conseil des ministres, en sa séance du 2 mai 2018, a adopté une feuille de route pour la mise en place de l'identifiant unique. Et cette feuille de route a prévu un dispositif de suivi de sa mise en œuvre qu'est ce comité dont l'installation des membres est l'objet de notre cérémonie de ce matin. Et voilà le comité chargé de la mise en place de l'identifiant unique de la personne officiellement installée. Dès à présent, le comité dirigé par Kizito Traoré se met à la tâche. Il doit superviser l'étude approfondie pour la mise en place de l'identifiant unique, mobiliser les ressources financières et réaliser l'application informatique. Il s'agit notamment des aspects institutionnels. Il faut qu'on regarde comment l'identifiant unique va aujourd'hui être géré. Quel est le cadre institutionnel et organisationnel à mettre en place. Il faut également qu'on puisse regarder tous les aspects techniques, puisqu'il faut que ce soit un identifiant qui soit lui-même d'abord sécurisé pour pouvoir contribuer à la sécurisation du Burkina Faso. Le système d'identifiant unique permettra de valoriser l'écosystème numérique, un outil indispensable pour des données disponibles et sécurisées. C'est un identifiant qu'on acquiert dès la naissance et jusqu'à la disparition pour ce qui concerne les Burkinabés, mais aussi les itinérants. Quand ils rentrent dans notre pays pour la première fois, ils ont ce numéro et quel que soit le document qu'ils vont utiliser pour rentrer dans notre pays, ils auront toujours ce même document. En rappel, l'identifiant unique a été adopté en Conseil des ministres le 2 mai 2018. Le comité ainsi installé, fort de 32 membres, doit travailler à sa mise en œuvre au Burkina Faso. Du 5 au 7 avril prochain, Ouagadougou sera la capitale du rire et de l'humour. L'événement qui s'annonce est la 12e édition du Festival international du rire et de l'humour. Des humoristes de 5 pays africains sont attendus au FIRO 2019 selon le comité d'organisation qui a animé un point de presse à Ouagadougou. Des détails avec Nongba Kouda et Maïmouna Traori. Le comité d'organisation de la 12e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou donne ici les grands axes de l'événement. Cette année encore, le rire sera au rendez-vous avec des humoristes venus de 5 pays d'Afrique. Les 5 pays invités, le Burkina Faso d'abord, avec Dabros et puis Badolo, Adel, la Côte d'Ivoire avec Koloko Germain, Papitou avec Boukari, et puis 2 humoristes, mais ça c'est une surprise, et puis le Togo avec un duo, le Mali avec Yero le Diadis, et puis le Cameroun avec Valérie Ndongo. La première soirée, notamment le 5 avril, ça va être
au Sénasa pour un prix d'entrée de 5 000 francs. Le deuxième jour à la Maison du Peuple pour un prix d'entrée de 2 000 francs. Et le troisième jour au Sénasa à 14h pour les tout petits pour un prix d'entrée de 1 000 francs. L'humour, reflet de culture d'un peuple, c'est le thème du FIRO 2019. Les organisateurs entendent ainsi mettre la parenté à plaisanterie au cœur de l'événement. Après le spectacle, le comité d'organisation compte aller également donner le sourire Voilà, toutes nos excuses pour cette interruption technique. Nous allons tenter de conclure cette édition avec l'actualité à l'étranger. L'Algérie n'a pas fini avec les manifestations anti-Bouteflika, malgré la décision de ce dernier de ne pas briguer un 5e mandat. Les enseignants et leurs élèves sont descendus dans la rue pour dire non au prolongement du pouvoir du président sortant. Ils étaient environ 1 millier dans les rues d'Alger ce mercredi. Le jeu est terminé. Stop à la manipulation de l'éducation. Voilà ce que l'on pouvait lire ce mercredi sur certaines banderoles du millier de manifestants, enseignants et élèves réunis dans le centre d'Alger pour demander des changements politiques immédiats en Algérie. Des enseignants, des lycéens, mais aussi des collégiens ont défilé dans les rues, tous soucieux d'un meilleur avenir dans le pays. La contestation ne faiblit pas depuis qu'Abdelaziz Bouteflika a annoncé lundi soir renoncer à briguer un 5e mandat et reporter la présidentielle prévue ce 18 avril. Les Algériens dénoncent massivement une ruse pour gagner du temps, car le mandat actuel du président malade est de fait prolongé jusqu'à une présidentielle dont la date est encore inconnue. Cette date sera fixée par une conférence nationale qui devrait se dérouler avant la fin de l'année. En attendant, les Algériens restent mobilisés. Cela fait bientôt 3 semaines qu'ils manifestent. Un appel à la mobilisation est d'ores et déjà lancé pour vendredi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.